puis je vous propose d'accueillir Marc Dennery. Merci d'être là. Là, on a bien commencé à dérouler le tapis pour aborder le sujet. Donc, vous avez tout dit presque. Bon, pas tout, mais voilà, on peut le dire avec d'autres mots. La pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Vous êtes cofondateur et co-dirigeant de C-Campus, mais pas que. Justement, on a commencé à parler d'un certain nombre de choses autour de l'apprenance, de la réflexivité, de la manière dont on rendait les personnes apprenantes. Voilà. Et bien justement, cette compétence d'apprendre à apprendre, elle est sans doute parmi les plus importantes lorsqu'on parle de compétences douces ou de soft skills. Par quel bout les entreprises que vous rencontrez s'emparent-elles de ce thème ? Oui, alors le sujet n'est pas facile. Apprendre à apprendre ou développer les capacités d'apprenance, comme dit Philippe Carré, c'est quelque chose qui n'est pas évident à traiter pour les entreprises aujourd'hui. Honnêtement, nous on est sur ce sujet depuis la création du cabinet, donc en 2007. Honnêtement, c'est pas avec ça qu'on vit. Je vous le dis franchement, c'est peu de chiffre d'affaires dessus. On a fait quelques expériences et belles expériences, mais on vit beaucoup plus sur la formation de tuteurs. On forme 500 tuteurs par an ou sur la formation de formateurs. En tout, on forme 2000 personnes par an. Donc, vous voyez, on doit faire 30 personnes sur l'apprenance. Alors, pourquoi on n'arrive pas à percer ? Ou plutôt, voilà. Pourquoi il n'y a pas de marché ? Moi, je crois qu'il y a un problème sur le apprendre à apprendre, c'est que ça ne répond pas à une problématique hic et nunc, ici et maintenant, des entreprises. Les directions de formation sont plutôt dans une logique adéquationniste. Il y a un problème de compétences, on met en face une formation. Okay. Et on y répond assez bien, et on met toutes les ingénieries comme ça a été présenté. Et vous avez bien fait, Justine, de le dire, il faut se rapprocher du terrain, mais grosso modo, vous y arrivez. Alors, certaines directions de formation mieux que d'autres, mais en gros, elles y arrivent. Mais apprendre à apprendre, ce n'est pas un problème adéquationniste. Apprendre à apprendre, c'est un problème pour les apprenants eux-mêmes de développer une capacité qui va leur servir toute leur vie. Ce n'est pas une question de formation, c'est une question d'éducation. Donc, on récupère un problème, nous, les entreprises, pas les organismes de formation, les entreprises, je me mets à la place des entreprises, on récupère un problème, mais il aurait dû être traité avant. Alors, comment les entreprises pourraient le traiter ? Elles peuvent le traiter quand vous êtes dans l'emploi à vie, ce qui était le modèle japonais des années 70, qui était le modèle des assurances des années 50. Ou même encore maintenant, on n'en est pas loin. Alors, vous allez pouvoir vous en occuper. Pourquoi ? Parce que quand vous avez 30% des alternants qui arrêtent en cours d'apprentissage. Quand vous embauchez, alors nous on est en train de chercher des statistiques là-dessus, on n'en a pas, mais si vous en avez, ça nous intéresse. Mais les premières statistiques que l'on a, c'est qu'en gros, un alternant sur 10 est vraiment conservé un an après la fin de l'apprentissage. Mais on n'a pas beaucoup de statistiques là-dessus, et donc le chiffre que je vous envoie là, il est certainement pas juste. Et en plus, je pense que dans le monde de l'assurance, vous récupérez beaucoup plus. Alors nous, on doit être à 87%, si je ne m'abuse, par rapport aux chiffres qui sont établis par l'OPCO Atlas, qui est l'OPCO de la branche assurance. Et 87% qui restent après, qui restent à 6 mois. À 6 mois, qui sont dans l'entreprise dans laquelle ils étaient avant ? Non, pas dans l'entreprise, mais dans le secteur professionnel. Qui sont en emploi. Oui, alors on ne parle pas de la même chose, effectivement. Moi, je parle de gens qui sont restés dans l'entreprise dans laquelle ils ont fait leur apprentissage. Et là, grosso modo, on est sur 2. Pardon. Vous en avez un sur 2 ? Oui, merci. Sur les 86% qui effectivement sont dans l'emploi à 6 mois, ou 87% à 2 ans, le différentiel est très faible. Les autres étant souvent en poursuite d'études, il y en a un sur 2 qui est dans l'entreprise. Pour le coup, il a suivi son parcours d'alternance. Donc ça, vous êtes dans des statistiques plutôt positives, je dirais, tant mieux. Mais là, la plupart des entreprises ne sont pas trop là-dedans. Quand vous êtes dans la distribution, quand vous êtes sur des métiers en hypertension, c'est difficile. Alors, elles ont du mal à mettre en place des formations ou des parcours pour apprendre aux gens à apprendre. Pourquoi ? Parce que c'est un investissement presque en pure perte, je dirais. Enfin, je caricature, bien entendu. Ce n'est pas en pure perte sociétale, loin de là, mais c'est en pure perte pour l'entreprise elle-même.
Voilà. Euh, Donc elles y vont pas beaucoup. ouais. On a aussi abordé la question de réflexivité chez l'apprenant, qui semble être un marqueur de plus en plus prégnant. On l'a vu se formaliser au travers de la FEST, c'est-à-dire de reconnaître enfin qu'on peut apprendre en dehors d'une salle de cours. Il y a beaucoup de concepts et de littérature autour de ce sujet. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser davantage ce qu'il faut mettre derrière cette notion de réflexivité, même si on l'a déjà abordé juste avant? Alors, je vais essayer d'être pédagogue. Je vais essayer d'expliquer simplement. Alors, d'abord, c'est pas récent la réflexivité, hein, quand même. Ça vient pas de la FEST. Hein. Non. Faut juste lire le bouquin de John Dewey, doit être de 1936, hein, sur la réflexivité. Plus récent, vous avez Kolb en 84. Vous avez Vergniaud début des années 80 aussi, hein, je crois. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la didactique professionnelle, mais quand même. Donc voilà, donc tout ça, c'est très vieux. Alors, le problème, c'est qu'en entreprise, on n'en parlait pas. Pourquoi ? Parce que la loi de 71 a été dramatique. Elle a sorti la formation du travail. Et donc, on a oublié cette notion de réflexivité. La réflexivité, maintenant, je vais vous l'expliquer simplement, maintenant qu'on a mis ce cadre, parce que je dirais que c'est une deuxième nature que l'on a. Je voulais l'expliquer tout simplement en plantant un clou. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne, la réflexivité. Vous prenez un clou, vous voulez mettre un beau tableau, par exemple là-haut, et vous allez essayer de taper sur le clou. Alors, vous prenez un bon marteau, prenez un bon clou, etc. Vous tapez dessus, paf, vous faites mal. Qu'est-ce que vous faites ? S'il y en a qui veulent répondre, allez-y. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez deux réactions face à ça. Soit vous vous énervez, ça dépend de votre personnalité. Soit vous vous énervez, vous dites, marche pas, je reprends le clou, et je retape dessus. Et je me refais mal. Je n'ai pas réfléchi. Voilà. Maintenant, vous dites, oh, vous êtes un peu plus intelligent, ou un peu plus prudent, ou un peu plus pragmatique. Vous dites, oh là, je me suis fait mal. Donc, si je me suis fait mal, c'est qu'il y a une raison. D'abord, peut-être parce que j'ai essayé de planter un clou en hauteur. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais moi, je suis allé voir. Un clou, il faut le planter à bon niveau. Donc, il fallait que j'aille chercher un escabeau et que je m'installe. Ça, c'est la première chose à faire. Plus bête. La deuxième chose, c'est peut-être que le mur était trop dur. Donc, peut-être que je n'avais pas le bon clou. Il faut que je réfléchisse sur le bon clou à prendre. Donc, je vais réfléchir sur le bon clou. Voilà, c'est ça la réflexivité, c'est parce que je vais réfléchir. Mais si j'avais été vraiment intelligent, ce que j'aurais fait avant, et c'est ce qu'on fait avec la FEST, on leur aurait dit, bon, maintenant, avant de se lancer, la première des choses, que je vais aller sur Internet et je vais regarder le tuto pour planter le bon clou. Et là, j'aurais trouvé comment faire. Et j'aurais bien... Oh, non, peut-être pas. Pas toujours. Enfin, pour un clou, on peut trouver. Je l'ai fait personnellement et j'ai trouvé des choses assez intéressantes. Vous savez, j'ai même appris qu'il fallait prendre des pinces à linge pour planter un petit clou. Il y a des trucs très spécialisés. Mais pour l'assurance, on ne va pas prendre un tuto sur Internet. Ça, je suis d'accord avec vous, monsieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les bases de données, on va aller voir son collègue, on va l'observer, on va aller réfléchir, parfois seul, on va aller chercher un confrère qui l'a déjà fait, et on va se mettre en réflexion. Donc c'est ça la réflexivité. Donc on réfléchit avant, on réfléchit après, et les gens très professionnels réfléchissent aussi pendant. Et c'est d'ailleurs la grande différence entre un débutant et un professionnel, c'est que le débutant, il a encore conscience de son geste. Alors, il se regarde faire, il pense à ce qu'il fait. Tout son esprit est mobilisé par ça. Un grand professionnel, il est tranquille, il sait faire le geste, il sait planter le clou. Donc il va regarder justement beaucoup mieux le mur, ce qu'il y a autour, etc. Et donc il va penser son action. Voilà. Donc ce qu'il faut faire quand vous êtes en formation, et nous c'est ce qu'on essaie de faire chez C-Campus, on essaie d'aider les apprenants à réfléchir sur leur action. Voilà. Donc, c'est ce qu'on fait dans toutes nos formations. Alors, on fait ce qu'on appelait avant, il y a 30 ans, des formations action. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser. Comment on s'y prend pour préparer les formateurs à accompagner des apprenants sur un axe de réflexivité? Alors, déjà,
il faut les mettre dans cette situation-là, eux. Leur taper sur les doigts. Non. Là, vous faites... Je vais trop vite. Vous allez trop vite et là, vous vous limitez à mon histoire du clou. Hein. C'est pas une histoire de clou tout le temps. C'est la démonstration par l'erreur. Voilà. Non. On ne va pas les faire se planter. Non, l'erreur, c'est pas si simple. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est un autre sujet. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire apprendre par la réflexivité eux-mêmes. On va les mettre en situation de réflexivité. Donc, quand on va former des référents à FEST à apprendre la FEST, on va les mettre dans des situations où ils mènent des projets d'AFEST et ils sont en réflexivité sur leur propre projet d'AFEST. Et donc, on leur donne des méthodes de questionnement pour réfléchir et ensuite ils appliquent là-dessus. Donc, il faut les mettre en réflexion tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas dire à des gens apprenez pas aux gens que vous côtoyez à qui vous avez envie de faire apprendre quelque chose par de la réflexivité et leur dire moi je vous transmets le savoir. On a beaucoup parlé de transmission de savoir. Moi je suis un peu en désaccord là-dessus. Moi je transmets rien. Là aujourd'hui oui, je vous parle. Mais moi ça fait 35 ans que je suis formateur, donc j'adore être formateur. J'anime des formations encore, alors que je pourrais m'arrêter. Hein. J'en ai plus. Enfin, d'ailleurs, ce serait mieux que je m'arrête, parce que je pense que j'aurais mieux tourné mon cabinet si je m'arrêtais. Mais j'adore ça. Mais j'ai jamais formé personne. J'ai juste créé les conditions pour que les gens se forment. Donc j'ai créé des conditions, et ensuite les gens apprennent. Et ils vont chercher le savoir. Je ne transmets rien. Vous voyez. Si je fais des vidéos, les gens ils vont les voir ou ils vont pas les voir. Il y a des gens qui me disent j'ai rien compris à ta vidéo. Ah merde, t'as rien compris à ta vidéo, à ma vidéo. Bah alors va voir une autre vidéo. Et j'essaie de les mettre dans une condition de voir une autre vidéo ou va faire un exercice. Et on leur met à disposition des ressources. C'est ça l'apprenance. Hein. Mais on ne les forme pas. Hein. Que c'est pas ça aussi le métier de formateur, donc former au sens premier du terme. Oui. C'est faire en sorte qu'une matière brute, l'apprenant, finalement, soit mis dans des dispositions telles que, finalement, il devienne un sachant grâce à ce rôle de médiation que l'on fait entre l'apprenant et puis des savoirs à acquérir, fussent-ils de nature expérientielle. Ils sont toujours de nature expérientielle. Alors, plus ou moins, c'est-à-dire que un article de droit, par exemple. Bon, après, il y a l'application de cet article de droit, mais il faut bien avoir une matière première pour avoir une mise en application. En formation professionnelle, on finit toujours par de l'action, par la mise en... Donc, moi, je suis d'accord. Un article de droit, j'ai besoin, avant de me jeter à l'eau, d'avoir quelques connaissances sur le droit. Donc ça, je vais aller chercher de la connaissance. Si à un moment donné, la connaissance, je l'ai dans une vidéo, je l'ai dans un livre, ou je l'ai avec un formateur qui me dit quelque chose, là oui, le formateur il transmet, là il passe quelque chose. Mais c'est pas ça l'acte d'apprendre. Il va apprendre quand il va s'approprier cette connaissance, la faire sienne, avec ses mots à lui, et il va se confronter au réel. Donc l'article de droit, il faut lui mettre, mais moi j'ai fait que 3 mois moi, en fac de droit, je ne suis pas resté longtemps, ça m'a un peu gavé, je préférais la psycho et la socio. Mais quand je suis allé en fac de droit à Aix, eh ben, qu'est-ce qu'on faisait? On avait les TD. Et le soir, on travaillait sur les TD. La journée, on avait les cours théoriques et le soir, on travaillait sur les TD. Mais parce que j'étais confronté, là, à ma connaissance. Voilà. Et là, j'apprenais. Bon, après, je n'ai pas appris longtemps, ça me gavait. Mais sinon, partir d'un savoir, transformer savoir en connaissance, c'est-à-dire l'intégrer à soi. C'est ça. Et en faire, voilà. Donc, c'est toujours expérientiel, quoi. Vous voyez, au sens... oui, ok. On finit toujours par de l'expérience, ou on commence par de l'expérience, comme disait Kohn. On finit toujours par de l'expérience, mais je dirais, apprendre, ça vient de la personne, et c'est la personne qui se projette dans son action. Voilà. Et pour cela, elle a besoin de connaissances, qu'elle va chercher un peu partout, comme elle veut. Et aujourd'hui, alors, on peut les chercher toutes les sauces. Quoi. Alors, vous parliez de vidéos, il faut faire aussi un peu de publicité, parler du blog, parce qu'il y a quand même plein d'articles extrêmement intéressants. Je vous invite à aller les lire, parce que ça permet aussi de faire le lien. Vous êtes un peu une espèce d'ambassadeur de certaines disciplines des sciences du travail et du monde de l'entreprise.
Et justement, on parle de réflexivité, mais on en parlait surtout à un niveau individuel. Alors vous y réfléchissez à un niveau collectif. Oui. Qu'est-ce que ça recouvre dans cette dimension-là? Alors, moi personnellement, j'ai été très marqué quand j'ai démarré ma carrière, c'était le 8 juillet 1988, donc ça commence un peu à dater. À cette époque-là, on parlait beaucoup de pédagogie humaniste, quelque chose qu'on a un peu oublié. Voilà. On parlait beaucoup de formation-action et on parlait beaucoup aussi d'une pédagogie collaborative. Tout à l'heure, on a parlé du co-développement, par exemple. Bon, l'action learning date des années 50, il faut le savoir. Hein, et c'est quelque chose qui était déjà présent dans les années 70-80, très fortement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est allé dans les dispositifs de formation dans une hyper-individualisation. Et les entreprises, en mettant des formations en open bar, cours digitaux, en essayant de faire aussi du coaching individualisé, en essayant de faire de la formation presque one-to-one, elles sont peut-être allées un peu trop loin. Parce qu'elles ont oublié quelque chose, c'est que quand vous êtes dans une entreprise, vous faites partie d'un club. Vous avez un maillot. Quand on est chez la MACF, CSF, pardon, on n'est pas chez AXA. C'est un autre maillot qu'on a. Donc on aime ce maillot et on doit partager. Et donc, il faut que la formation soit un temps où on cultive le collectif. On cultive l'équipe, comme l'esprit d'équipe, comme dans le sport, parce qu'on sait très bien faire. Moi, j'ai connu une époque où on faisait des séminaires résidentiels. Je ne sais pas si on en fait encore beaucoup, en tous les cas, mes clients, moi, je ne les vois plus beaucoup en faire. Mais c'est dommage, parce qu'il se passait des choses extraordinaires dans les moments de commensalité, moments où on allait déjeuner ensemble, dîner ensemble, passer des soirées ensemble. Voilà. On créait de l'esprit d'équipe et on créait de la culture d'entreprise. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est penser, par exemple, la FEST, on va y venir, de façon collective autant qu'individuelle. Parce que les entreprises, elles ont besoin de multiplier les effets de coopération entre les gens. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez des entreprises qui ont, dans le secteur des mutuelles, j'en connais une, je ne sais pas si elle est autour de la table, je ne crois pas, mais 4 jours par semaine de télétravail. Ils ont l'obligation de venir qu'1 jour par semaine en présentiel. Mais comment vont-ils créer du lien? Alors, la mission de la formation, c'est de créer ce lien. La formation, c'est Renaud Saint-Soleux qui le disait dans les années 80, c'est vieux, excusez-moi, mais c'est pas si con. Et il disait, l'effet formation en entreprise, c'est quoi? C'est la création de culture. Voilà. La formation est créatrice de culture d'entreprise. Voilà. Ça, on l'a complètement oublié avec, je dirais, le développement de l'individualisme dans les RH en général. Voilà. Pas que dans la formation, mais dans les RH. On l'a complètement oublié. Et bien après, on s'étonne. Alors, on dit, oh là là, les gars, ils se barrent. Ils n'ont pas envie de travailler avec nous. Ah ouais, mais il faut créer du collectif, quoi. Une des motivations, c'est, est-ce que j'ai le sentiment de contrôle ou d'autodétermination? Est-ce que j'ai la capacité de me déterminer et de choisir ce que je fais? Est-ce que j'ai le sentiment de compétence, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais, je me sens capable de le faire? Et est-ce que j'ai un sentiment d'appartenance? Est-ce que je fais partie d'un pro, d'une équipe? Voilà. Ça, c'est Deci Ryan, théorie sur la motivation, qui est parmi les 101 théories de la motivation, parce qu'il y a Fabien Fenouillet qui a fait un excellent livre là-dessus, je vous conseille de lire les 101 théories sur la motivation, qui nous explique, en gros, Deci Ryan, c'est la grande référence. En gros, les 3 besoins fondamentaux d'une personne, elles tournent autour de ça. Ben, réinterrogeons-nous, quand on fait de la formation, est-ce qu'on contribue au sentiment de compétence? Est-ce qu'on contribue au sentiment de contrôle? Et est-ce qu'on contribue au sentiment d'appartenance? Alors, tout ça, bon, moi, j'ai un peu divagué, peut-être. Je vais revenir à des choses très concrètes, puisqu'on accompagne des entreprises là-dessus. La FEST, on nous a dit c'est individuel. Ben non, pas du tout, la FEST, c'est pas individuel. C'est écrit nulle part que la FEST, c'était un one-to-one. Hein. La FEST, on en a fait dans une grande banque, en collectif.
ils ont des problèmes dans cette banque pour redéplacer, enfin, pour redonner aux agences les prêts immobiliers. Ils ont créé des référents AFEST qui sont des supports aux prêts immobiliers. Et au lieu de former en one-to-one leur chargé de clientèle ou avec un groupe, je dirais, en théorie, dans des salles de formation, ils ont créé un processus d'AFEST où ils prennent 5 par 5 les collaborateurs, ils les font réfléchir sur « Et alors, comment on fait pour monter un prêt à taux zéro, PTZ ?» Ok. Ils analysent comment ils font. C'est pas de la formation, hein, c'est de la FEST, c'est-à-dire on les fait réfléchir à comment ils vont s'y prendre, hein, réflexivité. Ensuite, ils montent le prêt, et puis après, ils réfléchissent encore à 5 à comment on fait le prêt, comment on a fait le prêt. Voilà. Eh bien, quand on a fait le bilan, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Oh, mais ça, c'est génial, c'est pas de la formation. » Voilà. Mais si, c'est de la formation, hein, bien sûr. Et ils ont dit « C'est pas de la formation » parce que ça, on n'est pas juste derrière un écran à écouter un formateur qui parle. Ce qui est amusant, c'est que j'ai le sentiment qu'on redécouvre finalement des choses qui correspondaient à des pratiques Oui. de longue date. Enfin, j'ai le souvenir dans mes débuts voilà, dans l'assurance, dans ces mêmes eaux-là d'ailleurs, à la fin des années 80-90, là, en tant que rédacteur sinistre avec 3 S, en indemnisation, lorsqu'on tombait sur un cas de figure qu'on ne savait pas traiter, on s'adressait au collectif. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce cas de figure-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que les autres en pensent? Et finalement, on crée un peu la jurisprudence ou la doctrine, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais voilà, on déterminait entre nous, au sein d'un collectif de travail, ce qui devait être la bonne manière de faire ou la mauvaise manière de faire. Et effectivement, on contribuait dans ce monde social de l'entreprise une manière de vivre ensemble dans une approche beaucoup plus collective. Le temps passe et on a déjà un peu débordé, mais ceux qui nous connaissent ont l'habitude. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question de la salle? Une interrogation sur le fait, est-ce que apprendre à apprendre est vraiment la bonne compétence à déployer, en disant que, effectivement, apprendre à apprendre, c'est peut-être aussi savoir chercher, savoir hiérarchiser, savoir alors aller chercher l'information, mais aller chercher les personnes, les bonnes personnes en capacité d'aider pour précisément apprendre du cas devant lequel voilà, on est en problème. Non, mais madame a tout à fait raison. Dans le projet d'une banque sur le prêt immobilier, qu'est-ce qu'on a fait au départ? On est allé travailler avec la personne responsable des prêts immobiliers, donc pour toute la banque, grosse banque, donc voilà. On a travaillé avec des groupes de travail pour déjà retrouver où était toute l'information sur comment on traite un taux PTZ, un taux machin, un taux truc. Parce que c'est pas si simple. Et l'information, vous avez raison, madame, elle est dans les boîtes. Sauf qu'on n'y a pas accès. Alors peut-être qu'avec l'IA, ça sera mieux après. Hein, parce qu'avec l'IA, peut-être qu'on va quand même aller la chercher, cette information, dans les intranets. Mais ce qu'on a fait, on a passé quand même 2 jours hein, avec des groupes à les chercher et faire des modes opératoires, pas des modes opératoires, je dirais, complets, hein, mais des extraits de modes opératoires pédagogiques pour étayer les moments de réflexivité d'AFEST. Voilà. Mais on est obligé, en fait, c'est ce qu'on appelle dans l'AFEST l'analyse du travail préalable. Et chaque fois qu'on rentre chez un client pour faire de l'AFEST, on se heurte à ça. C'est-à-dire que le travail n'est pas normé, n'est pas explicité, il y a de l'information partout, mais on ne sait pas comment le prendre. Voilà. Et il faut, vous avez raison, ensuite, apprendre juste aux personnes à aller chercher cette information et puis après, aller, je dirais, l'utiliser. Après, sur apprendre à apprendre, vous avez raison pour l'entreprise. Vous, en tant que, je crois que vous êtes responsable de Talent and Management de la CNP, si vous regardez la CNP, vous avez besoin que de ça. Et vous avez tout à fait raison de dire ça. Par contre, à un point de vue sociétal, mais qui n'est pas peut-être le nôtre ici aujourd'hui, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'y penser en tant qu'acteur social, de dire qu'aujourd'hui, il y a une très grande inégalité en France, c'est l'inégalité face à l'apprendre à apprendre. Tout le monde ne sait pas apprendre à apprendre.
Apprendre à apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir se fixer des objectifs d'apprentissage, savoir planifier son apprentissage, savoir réfléchir, donc réflexivité, savoir aussi juger ce que l'on a fait et être capable de se dire oui, ça vient de moi ou non, ça vient pas de moi. Vous avez des gens, ils ont les chevilles qui enflent, et puis il y en a d'autres, ils sont toujours sous loupe. Voilà, ils pensent toujours que toutes les merdes qui leur arrivent, c'est à cause d'eux. Ben non. Mais réciproquement, tout ce qu'ils ont fait n'est pas aussi à cause d'eux quand ils ont réussi. C'est parfois grâce à d'autres. Voilà. Il y a tout ça. Il y a savoir aller coopérer avec des autres pour prendre les informations. Vous voyez, ça en fait pas mal. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur les 10 principes, et je ne peux pas vous les citer par cœur là. Ma mémoire, mon amnésique se limite. Mais j'ai fait un article là-dessus récemment sur les 10 points de la prononce, quoi, concrètement. Vous voyez, c'est plus large que ça. Mais vous avez raison, d'un point de vue entreprise, ça suffit. Ça suffit d'aller donner l'accès à la connaissance.